chers fidèles téléspectateurs, permettez-moi de commencer à réconforter tous les Rwandais dans cette période qui n'est pas si facile, mais soyons toujours forts, soyons toujours vaillants et courageux. Je tiens à vous dire qu'on commémore en œuvrant pour notre avenir. Comme le dit en Kinyarwanda, kwitwibuka twiyubaka, aussi notre langue maternelle dit que guharanira kubaho nibwo butwari. C'est la raison pour laquelle je commence à vous réconforter, vous tous les Rwandais qui nous suivent sur Keisitu. Aujourd'hui, j'ai eu un très grand privilège d'accueillir sur le plateau, sur Keisitu. Je suis avec Madame Dimitri Sissi. Elle est rescapée du génocide perpétré contre le Tutsi en 1994. Elle est mère et elle est vice-présidente du GRG, groupe des anciens étudiants rescapés du génocide. Bienvenue, Madame Dimitri. Merci. C'est un très grand plaisir de vous accueillir dans cette émission sur Keisitu. Merci. Oui. Je suis aussi avec honorable le docteur Sebouhoro Célestin, ancien sénateur, psychologue spécialisé en clinique infantile et thérapie familiale. Il a été connu dans pas mal d'articles comme les enfants nés des viols, aussi les enfants de remplacement. Permettez-moi de vous accueillir, messieurs honorables, docteur Sebouhoro Célestin. Merci beaucoup. C'est vraiment un très grand plaisir de vous accueillir sur ce plateau sur Keisitu. Plaisir partagé. Oui. Je suis avec mes invités, comme je viens de vous le dire. On aura comme thème ou bien comme sujet, on va voir la bonne manière ou bien quelle est la façon de bien éduquer la jeunesse rwandaise en rapport avec le génocide perpétré contre les Tutsis. Je vais commencer avec Madame Dimitri. Permettez-moi de vous appeler comme ça. Aujourd'hui, on fait la commémoration pour la 27e fois. On commémore le génocide perpétré contre le Tutsi en 1994. Vous êtes aujourd'hui une maman, mais vous êtes aussi une maman rescapée qui a des enfants. On peut d'abord commencer par votre témoignage en bref, et comme ça on va continuer avec d'autres questions. Merci Karen. Oui. Merci pour l'opportunité, pour l'occasion de venir sur votre plateau et de parler de Kwibuka 27 et de parler de comment on éduque nos enfants par rapport à ce qu'on a vécu pendant le génocide et par rapport à ce qu'on attend d'eux comme le Rwanda de demain. Et puis aussi comme un défi pour les parents, pour tous les parents rwandais d'abord, mais pour les parents rescapés du génocide aussi, en particulier parce que nous avons une lourde tâche de transmettre la mémoire et de faire de sorte que ça ne se reproduise jamais. Donc c'est notre responsabilité d'éduquer nos enfants pour qu'ils deviennent les agents de la paix et pour qu'ils deviennent les rescapés du génocide à un autre échelon, mais qui vont continuer à transmettre les mémoires et à appliquer les valeurs humaines qui permettront que le génocide et tout autre crime contre l'humanité ne se reproduisent jamais au Rwanda comme ailleurs dans le monde. Étant toujours là, pourriez-vous nous faire une petite histoire en bref? Pourriez-vous nous raconter cette histoire? Comment ça a été? Où est-ce que vous étiez à l'époque? Je dis bien lors du dramaturge qui a été. Vous étiez où? Comment ça a été? Merci. En 1994, j'habitais à Kibagabaga. C'est là où je suis née avec toute ma famille. Et j'étais étudiante dans une école secondaire à Butare. Il nous restait juste un trimestre pour finir le secondaire. Mon histoire, heureusement d'ailleurs, j'ai survécu en ville de Kigali parce que j'étais en ville quand ça a commencé. Oui. J'ai commencé mon histoire au CHK, à l'hôpital. Je l'ai fini à Sainte-Famille. Et puis, miraculeusement, j'ai rescapé comme tout le monde. Et j'étais dans un groupe de réfugiés Tutsis transférés à Kabuga, qui était une zone déjà libérée par le FPR. Oui. Donc, je ne peux pas entrer en détail. C'est très long et douloureux. Vraiment. Mais je pense que l'audience de cette émission, ça ne va pas beaucoup les aider. Oui. Donc, il faut plutôt que je parle de l'après-génocide. Merci. Aujourd'hui, vous êtes une maman, vous avez combien d'enfants? J'ai 5 enfants. 5 enfants. Oui. Alors, on aimerait savoir, est-ce facile de raconter à ces enfants ce qui s'est passé? Peut-être s'ils demandent où sont nos grands-parents,
Vous arrivez à leur expliquer ce qui s'est passé? Quelle est l'ambition que vous avez en rencontrant tout ça? D'abord, je n'ai pas beaucoup aimé ou bien apprécié que nos parents ne nous ont pas dit ce qu'ils ont vécu. Ce qu'ils ont vécu en 63, en 59, en 68, 73, ils n'ont pas eu, je ne sais pas si je peux appeler le courage, mais ils ne nous ont pas dit exactement ce qui s'est passé. Et tu vas te retrouver à 40 ans, c'est là où tu viens de connaître, de savoir que ton père a été battu en 63, ou bien qu'il a été emprisonné, ou bien que tes grands frères sont nés dans la brousse, parce que la maison venait d'être brûlée. Donc tout ça, nos parents ne nous ont pas dit. Oui. Et je me dis que s'ils nous avaient dit, peut-être que ça aurait changé quelque chose dans ce que nous avons vécu. Et donc moi, je prends ça comme un défi. Oui. Je ne vais pas être le même parent, la même sorte de parent. J'ai envie de briser le silence et de parler à mes enfants et de les informer, surtout du très mauvais côté du génocide qui nous a été fait et du rôle qu'ils doivent jouer maintenant comme des adultes dans le futur. Donc j'ai 5 enfants, comme je disais, et chez moi, dans ma famille, le génocide n'est pas tabou. On en parle, on en parle. Mais comme mère rescapée du génocide, et considérant aussi la sensibilité du sujet, j'y vais doucement, doucement. Je prends la méthodologie de les parler selon leur âge. Un enfant de 7 ans, je lui donnerai un résumé qui n'est pas très douloureux, mais une fille de 18 ans, on parle, et ma compagne, on part ensemble visiter un mémorial, et puis on parle, et puis des adultes de 25 ans, là aussi je sais quoi dire. Donc il n'y a pas de formule magique. Il faut considérer que c'est lourd, d'abord pour moi qui transmets, et que c'est encore plus lourd pour l'enfant qui reçoit. Donc j'y vais doucement, doucement. Et puis, il n'y a pas vraiment de formule, il n'y a pas de standard. Ma petite soeur ou ma grande soeur ne le fera pas comme je le fais. Donc il faut aussi considérer que pour les rescapés aussi c'est lourd. Ce sont des histoires très difficiles à partager. Mais chacun y va de façon qu'il trouve convenable pour son enfant et pour lui-même aussi. Parce que chaque fois que je raconte mon histoire, ça réveille à moi encore la douleur et le chagrin que le génocide a laissé dans ma vie, dans mon cœur, dans mon histoire. La question va aussi, je crois, revenir chez le honorable docteur Seburo Célestin. Madame Sissi vient de dire qu'il faut toujours tenir compte de l'âge de l'enfant. Étant psychologue spécialisé en clinique infantile et thérapie familiale, vous croyez qu'un enfant doit tout savoir, comme on le dit, certains en d'autres langues, toute vérité n'est pas bonne à dire. Croyez qu'on peut toujours considérer ce dicton pour les enfants de cette génération? Merci pour la question. Mais l'enfant, ça dépend de l'âge, comme Madame Dimitri vient de le dire. Au départ, il ne veut pas tout savoir. Mais il entre doucement dans cette ambiance, dans cette irréalité qui est très douloureuse pour la famille, d'abord pour les parents, mais ça vient progressivement. Les tout-petits vont savoir certainement qu'il n'y a pas de grands-parents, qu'il y a eu une grande imputation quand même au niveau de la famille et qu'ils devaient avoir les grands-parents comme les autres enfants et savoir justement de quelle manière ils ont été tués. Mais quant à savoir les causes, les conséquences, les causes souvent même politiques et extra-familiales, ça vient beaucoup plus tard. Parce qu'un génocide, c'est quand même prémédité et préparé. Et déjà, les Nations Unies ont qualifié justement de crime contre l'humanité. Tout ça, ça vient justement beaucoup plus tard. Mais il faut que l'enfant sente déjà qu'il y a, comme on appelle, des personnes chères mais qui sont absentes. Pourquoi ces personnes sont absentes? Un peu vaguement, mais beaucoup plus tard, on doit expliquer justement pourquoi, et puis les intégrer au niveau du processus de deuil de la famille. C'est ce que fait Madame Dimitri quand il y a les commémorations, soit dans sa famille, soit dans d'autres sites, être accompagné par un enfant suivant son âge.
c'est déjà, l'enfant apprend beaucoup. Mais ce qui intéresse encore plus l'enfant, beaucoup plus tard, c'est de connaître, évidemment, la réalité familiale. Parce que quand on va dans une commémoration, justement, de manière globale, on apprend l'histoire du pays. On apprend, justement, tous ces événements douloureux qu'elle vient de citer. On a parlé du génocide de 94, mais il ne faut pas oublier aussi les années 60, 59 déjà, 60, 61, 63, 67, 68, 1973, et puis aussi dans les années 80 et 90, et l'Apocalypse, ou l'apogée, c'était 1994. Ça, il faut le savoir. Il faut savoir que les personnes qui étaient ciblées, qui étaient recherchées, ont été d'abord amputées au niveau des droits. Droit à l'école, droit aux soins de santé, droit au travail, et finalement, droit, ce qui est encore pire, droit à la vie. Et tout ça, justement, il faut que les enfants puissent être sensibilisés à ça, suivant l'âge. Et puis finalement, il y a, les parents doivent le savoir, les programmes du ministère de l'Éducation. Qu'est-ce qu'ils apprennent à l'école concrètement? Et si justement les parents doivent compléter ou partir de toutes ces connaissances apprises à l'école et essayer de les compléter ou de les expliquer davantage. Parce qu'à l'école, on parle encore plus d'une manière globale. Mais en famille, on entre dans les racines du problème. Il dit, moi, de manière singulière, excusez-moi, en tant que psychologue, je vais parler toujours le mot singulier, le mot personnel, le mot... pour montrer justement qu'il y a une résonance intime. Et les enfants, ils ne sont pas les mêmes. L'enfant va recevoir son message et va réagir de façon différente. Mais il faut que tous les enfants, justement, sachent ce qui s'est passé concrètement. Parce que si vous ne le dites pas, et que quelqu'un d'autre va le dire, on ne sait pas comment les enfants vont réagir. Étant toujours là, le fait de raconter aux enfants toute la vérité, sans toutefois cacher aucune chose, ne croyez pas que ça peut révéler un esprit de vengeance dans leur pensée, tout ça? En fait, ce que je dis, il y a 2 jours, j'étais avec un journaliste et qui posait la même question. Il y a la séquence du 7 avril 1994 au 4 juillet 1994. Ça, c'est la séquence la plus douloureuse et la plus tragique pour les rescapés du génocide perpétré contre les Tutsis. Mais pour un enfant, il a besoin de savoir la vie d'avant. Où habitaient mes grands-parents? Que faisaient mes grands-parents? Qu'est-ce qu'ils aimaient? Quelles étaient les valeurs intrinsèques de mes parents? Quelle est la vie d'avant? Par exemple, maman, elle a été quand même une petite fille, elle a été élevée par ses parents, le papa la même chose. L'enfant a besoin de connaître toutes ces séquences. La vie d'avant, même s'il y avait des problèmes, et puis finalement la séquence, en fait c'est là où il y a la complication par rapport au génocide. C'est que comme c'est une séquence assez douloureuse, et il va justement, c'est ce qu'on appelle le traumatisme. Docteur Nasson Mouyanda Moussa disait que c'est le passé qui ne passe pas. C'est comme si on reste figé sur cette séquence, sur cette période. Mais il faut aussi parler un peu de ce qui s'est passé avant. Comme ça, l'enfant apprend. Il y a eu quand même quelques bons souvenirs, il y a eu la tragédie, et puis finalement la vie d'après. Et tout ça, l'enfant va savoir ce qui s'est passé pour la famille, et justement trouver, parce que pour la séquence de 1994, d'avril à juillet, on a du mal à trouver justement ce qui peut être constructif. Mais avant, il faut dire, moi j'ai été à l'école, c'était peut-être un peu difficile. Et pour savoir, cet esprit de lutte, d'aller de l'avant, comment les familles vivaient avant, et justement l'enfant va apprendre, justement, même s'il y a eu une séquence assez douloureuse et tragique, il y a eu une vie avant. Et deuxièmement, il faut quelque part rassurer les enfants, parce que quand vous transmettez
les enfants peuvent avoir un peu l'angoisse, l'anxiété, avoir peur de ce qui s'est passé, que ça ne recommence. Mais quand les parents, à côté de raconter, d'expliquer ce qui s'est passé, vous avez le temps aussi de rassurer, de montrer votre présence, de montrer que vous êtes à l'écoute, de témoigner votre amour inconditionnel, de dire à quel point les enfants comptent pour toi. Ça, les enfants le connaissent déjà, vous disent oui, et de dire un peu aussi, malgré que mes parents ont été tués pendant le génocide perpétré contre les Tutsis, j'avais une garantie de donner l'amour. Donc je transmets mes parents l'amour qu'ils m'ont donné, et je vous transmets le même amour ou sinon plus. Donc d'être un peu rassuré. Il ne faut pas seulement raconter, il faut aussi rassurer l'enfant par rapport au niveau politique que ça ne va pas recommencer, mais par rapport aussi à ce que la famille, maintenant, est dans une perspective de reconstruction. Et justement, essayer de les expliquer tout ça et de encore de donner quelque part une petite mission, de dire oui, c'est vous maintenant, on considère le génocide comme un arbre. Quand vous avez un arbre, vous allez d'abord enlever les racines et vous coupez, et puis vous coupez même les branches. Souvent, donc il y a les racines, on peut les comparer aux grands-parents, et puis il y a les enfants, qui naissent, les parents justement, et puis les branches, même en Kinyarwanda on le dit très très bien, ce sont les enfants. On va vous dire maintenant, c'est vous maintenant qui vont fonder encore notre famille, qui vont revitaliser notre famille. Vous devez être sage, vous devez travailler à l'école, vous devez garder les bonnes valeurs, vous devez être digne justement de notre famille, comme ça avait été. Donc vous transmettez quelque part la mémoire familiale, les habitudes familiales. Et les enfants doivent justement, ils comprennent, ils gardent en même temps le chagrin, mais aussi ils ont une mission de perpétuer les valeurs de la famille. Et ça, les parents le disent, et les enfants justement le sentent très très bien. Et justement, ça dépend de l'âge, ça dépend de l'âge. Vous voyez par exemple, si un enfant, comme Dimitri vient de le dire, c'est une grande fille qui dit « je vais accompagner ma maman », c'est parce qu'elle sait justement qu'elle doit être à ses côtés et pour un peu la soutenir, mais aussi pour la réconforter, mais aussi pour l'appropriation de la mission familiale. C'est maman, mais non, c'est moi. Oui, c'est ça, c'est ce que ça veut dire. C'était mes grands-parents, et malheureusement, ils ne sont plus. C'était mes parents, mais non, c'est moi. Qu'est-ce que je fais de ma vie? Et pourquoi, justement, je dois être dans le bon sens pour être évidemment la fierté de maman, pour ne pas la blesser encore davantage. La question suivante revient à Madame Dimitri. Aujourd'hui, on peut trouver des parents qui ne veulent catégoriquement pas que les enfants puissent savoir ce qui s'est passé. Surtout dans cette période, on trouve des parents qui s'arrangent à ce qu'ils trouvent des abonnements pour que les enfants puissent, pour qu'ils puissent leur faire distraire, regarder des dessins animés, regarder ce genre de chaînes, les chaînes d'ailleurs à l'international, pour qu'ils évitent que les enfants puissent voir ce qui s'est passé. Parce que comme on le connaît tout le monde, lors de commémoration, il n'y a que ce genre d'histoire sur les différentes télés, des différents réseaux sociaux. Donc, qu'est-ce que pourriez-vous dire à ce genre de parents? Encore une fois, étant vous qui êtes proche de vos enfants, vous pensez raconter à vos enfants l'histoire de la génocide. Quel est le ressenti des enfants quand ils entendent le fait des génocides? Merci Karen. Au fait, comme on le disait bien avant l'émission, quand on discutait, cette histoire de génocide, c'est tellement douloureux que chaque personne le vit selon ses forces ou ses faiblesses. Je ne vais pas aller à critiquer négativement ce genre de parents parce que cette mère ou ce père, il cherche encore à comprendre ce qui s'est passé. Tu peux te dire que peut-être 27 ans c'est beaucoup, mais ce n'est rien. Il y a des gens qui luttent encore à accepter ce qu'ils ont vécu. Donc l'histoire est tellement douloureuse que ça prendra à chaque personne le temps de la vivre et de la rendre, de l'accepter, parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Ça demande vraiment une force extraordinaire de te rendre compte qu'un bon matin, on est venu tuer toute ta famille, on a détruit tous tes biens, et d'un coup, tu n'as ni passé ni futur. Donc, beaucoup de gens sont toujours en train de lutter avec eux-mêmes, avec leur conscience, pour accepter que ça s'est passé.
Et puis, l'identité d'être rescapé du génocide aussi n'est pas très facile à vivre. Oui. Parce que, personnellement, il y a des personnes qui se disent « Pourquoi on a tué mes parents, mes frères et sœurs, et je suis restée seule ?» C'est pas quelque chose à célébrer. Oui. Pour cette même personne, même si elle a des enfants, et elle se dit encore « Qu'est-ce que moi j'ai fait pour survivre ?» Pourquoi d'ailleurs devrais-je dire, raconter mon histoire, cette horrible histoire, ce passé horrible et sombre. Donc, il préfère garder ça pour soi-même. Oui. Alors, pour moi, et ce genre de parents encore qui ont vite, ok, c'est pas vite, bien, qui ont compris que c'était une histoire à vivre pour le reste de la vie et que ça ne doit pas s'arrêter par là, on trouve le courage de raconter ça à nos enfants. Un jour, je pars chercher mon fils à l'école maternelle. Il avait 5 ans. Et je trouve beaucoup de mamans dehors dans le parking qui m'attendent, qui me disent « Oh, vraiment, pardon. » Je dis « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Il dit « Oui, nos enfants nous ont raconté que ton fils, il a dit que lui, il n'a pas de grand-père, pas d'oncle, pas de tante, pas de cousin, cousine. Donc, lui, pendant les vacances, donc c'était la rentrée scolaire, et les enfants se sont partagés les vacances. Dis moi, je suis allée chez mon grand-père à Gisenyi, c'était cool, il y avait la plage. Oui. L'autre dit, moi, je suis allée visiter ma tante à Niagatare, on a vu des vaches. Oui. Et lui, quand c'était son tour, a dit, ah, moi, je suis restée à la maison, j'ai regardé la télé. Tu vois, déjà, pour l'enfant, c'est frustrant. Vraiment. Moi, je ne sais pas où aller, parce que la famille de ma mère, nos familles ont été tuées, donc je ne sais pas. L'enfant a dit ça, mon fils a dit ça tellement triste, que ça a affecté ses copains et ses copines de classe qui sont partis à leur tour raconter ça à leurs parents. Oh, vous savez vraiment, Dalir, lui, sa famille, il n'a pas de grand, il est malheureux. Ses grands-parents, ses tantes, il n'en a pas parce que ça a été tué pendant le génocide. Donc ça te donne directement le devoir d'asseoir tes enfants et de leur dire, au fait, comme docteur Célestin le disait, au fait, nous aussi, on avait un passé, on avait des familles. Pendant les vacances scolaires, je me rendais à Byumba pour visiter ma famille qui n'y est plus. Donc, il faut que tu leur dises un peu de mots, ce qui s'est passé, et puis en même temps aussi leur dire les valeurs qu'on avait. C'était une famille grande, on avait beaucoup de cousins et de cousines. Les vacances, on les passait à circuler, je vais chez ma tante. C'était des moments très fort de jouer avec ta génération. Et en même temps, ce qui est dur pour notre mémoire, pour les Rwandais surtout, ce qui est dur, c'est que c'est pas comme chez les nazis et les juifs. Nous, encore, c'est plus dur parce que le même peuple qui tuait ou bien qui commettait le génocide aussi, tu ne sais pas les différencier. Donc c'est là où c'est difficile. Mais aussi, il faut leur dire que c'est arrivé, on est rescapé, et on a un futur qui est merveilleux. Avec vous, les enfants, on va construire quelque chose de bon, de positif, et de solidaire, et de durable. Donc, ça ne va plus se reproduire. Maintenant, avec les enfants qui grandissent, on racontait le bon et le mauvais. Un jour, les mauvais se sont levés pour tuer les bons. Mais quand ils grandissent, maintenant ils veulent comprendre, ils veulent les détails. Et donc il faut maintenant entrer dans la vraie histoire du génocide et les raconter ça. Revenant sur les parents, donc on ne peut pas les juger ou les critiquer parce qu'ils n'ont pas encore cette force. Il y en a même, toi tu parles de chaînes, il y en a même qui voyagent. Avant Covid, dis-moi, pendant le 7 avril, je prends mes enfants, on part à Dubaï par exemple, ou on part à Mombasa. Donc, parce qu'en fait, il ne fuit pas ce qu'il dit aux enfants, mais il fuit ce que lui-même il a vécu. Et vraiment, moi, je le comprends parfaitement. Ça viendra. Ça viendra avec le temps. On fait améliorer. Par rapport à ce qui nie le génocide perpétré contre le Tutsi, quel est votre rapport à ce que les enfants n'en subissent pas des effets? Au fait, nos enfants, nous les appelons rescapés du génocide aussi à un autre niveau. C'est la deuxième génération. Je suis mère, il est père, première génération de rescapés du génocide
perpétrés contre les Tutsis de 1994. Et mes enfants sont deuxième génération. Oui. Je ne sais pas, peut-être lui qui est psychologue, il va expliquer ça mieux. Mais je me dis qu'on leur a transmis non seulement notre mémoire traumatisante, mais aussi on leur a transmis aussi notre résilience. Parce qu'ils doivent se dire que pour maman c'était dur, comment tu as fait pour y arriver? Et tu es contente, tu es heureuse, tu es positive, tu nous transmets les valeurs positives d'un Rwanda nouveau, d'un futur radieux. Donc il faut que l'enfant aussi puisse puiser dans la vie des parents cette force de se sentir concerné. Mon enfant se sent concerné déjà que le Rwanda de demain, il a un rôle à jouer pour qu'il soit pacifique, pour qu'il soit un Rwanda qui ne connaîtra plus de génocide ou de haine. Donc l'enfant, la génération suivante, ne doit pas baisser les bras pour attendre les négationnistes et les gens qui nient le génocide. Parce que déjà pour eux, ils sont le résultat, le produit de ce qui s'est passé. Oui. Il sait que ses parents, sa mère ou son père, c'est une mémoire. Nous nous appelons nous-mêmes que nous sommes les mémorials du génocide en mouvement. Parce que si aujourd'hui je meurs, c'est toute une histoire qui s'en va. Donc il faut transmettre à l'enfant aussi qu'elle va être concernée par la bataille. Oui. Donc ce n'est pas qu'elle va juste s'asseoir et attendre que les gens fassent de... Mais comme ça, il y aura la transmission intergénérationnelle. Oui, intergénérationnelle. Oui. Donc elle ne saura pas, elle sait déjà, il faut qu'on ait une jeunesse qui sait déjà qu'elle doit combattre, qui sait déjà que les négationnistes existent et que les gens qui sont là-bas à nier le génocide ou à se moquer du génocide, ils ne doivent pas accepter ça. Donc il faut déjà qu'ils sachent que ce n'est pas acceptable parce que nous n'avons pas de grand-père. Ce n'est pas acceptable parce que chez mon père, tout a été détruit. Ce n'est pas acceptable parce que je n'ai pas de cousin-cousine. Donc l'enfant déjà grandit avec le sens, la cause de préserver le Rwanda, de préserver la communauté et de préserver son identité de survivant. Oui. Docteur Sebroulo Célestin, dans une revue parcourue dans le journal de Psychologue, vous évoquez la problématique identitaire des adolescents enfants de remplacement. D'après ce que j'ai pu lire, j'ai vu que les enfants de remplacement, vous avez voulu dire les enfants qui sont nés juste après la tragédie. Certains parmi eux portent même les noms des personnes disparues. Aujourd'hui, ne croyez, donc, ils n'arrivent pas à demander pourquoi ils portent ce genre de nom. Qu'est-ce que vous en dites par là? Qu'est-ce que vous avez voulu dire par les enfants de remplacement? C'est justement dans une quête de reconstruction qui a, heureusement d'ailleurs, des mariages après le drame. Il y en a eu justement après 1994 et de cette union, on a eu des événements heureux, donc les naissances. Mais quand un rescapé ou un survivant est blessé, ce qui a été amputé, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle la filiation. Ça veut dire qu'il a perdu les parents, les grands-parents, il a perdu sa lignée, justement ce qu'on appelle son appartenance. Appartenance à un groupe, parce que sinon, vous savez qu'au Rwanda et en Afrique, nous sommes un groupe ou une famille assez élargie. Et donc, moi, ou elle, ou vous, normalement, moi, je n'existe pas. J'appartiens à une famille. Je suis le fils d'eux. Je suis la fille d'eux. Et justement, comme la branche Molia à mes ancêtres a été coupée, donc, je dois, par conséquent, avoir les enfants, justement, pour contrecarrer cette perte ou cette amputation. Et les enfants qui sont nés vous rappellent des souvenirs. C'est la famille qui se remet en mouvement. C'est la famille qui recommence. Et ces enfants qu'on appelle des enfants de remplacement, souvent les rescapés, sans même réfléchir, donnent les noms, les prénoms des membres de la famille qui ont été tués.
c'est quelque part pour leur faire revivre et ces enfants, parce que je connais même un rescapé du génocide qui a donné le nom et même le prénom. Il y en a beaucoup, au lieu de donner le nom, qui donne par exemple le prénom, là ça va, mais qui a donné les deux noms, le nom et le prénom. Ça veut dire c'est une personne qui est partie dans les conditions ignobles, et maintenant j'ai une naissance. C'est une naissance, me rappelle la personne qui est partie. Et justement, cet enfant vient me combler, vient me consoler, vient me redonner l'élan de la vie. Et c'est comme ça, on le dit, c'est un enfant qui vient remplacer la personne qui est disparue, et justement, pour m'aider encore à le vivre. Mais il y a quand même des éléments à considérer. Même si l'enfant quand même porte le nom ou le prénom ou les deux noms de la personne disparue, il ne faudra pas oublier que c'est une autre personne qui peut avoir les autres idées, qui peut avoir les autres ambitions, mais justement que tout soit dans un sens négatif. Il ne faudra pas que la personne qui vient de naître soit collée à la personne disparue. Mais ils ont des similarités. Par exemple, c'est sa tante. Je connais un homme qui a donné les deux noms de sa sœur qui est disparue pendant le génocide perpétré contre les Tutsis. Et ça rappelle cette personne disparue, mais il ne faut pas exiger que l'enfant fasse le même trajectoire que la personne, puisque ce n'est pas possible. C'est une autre personne différente, mais justement, mais qui a un lien direct, biologique, de filiation avec la personne disparue. Et donc, c'est justement en guise de voir ce que ça représente pour les rescapés, la paternité ou la maternité. C'est justement encore avoir les enfants, combler ce vide, combler ce manque affectif, le donner l'élan à la famille, et justement ces enfants viennent dans ces conditions. Étant toujours là, de quel impact avez-vous tiré de vos recherches à propos de l'effet fantôme qu'a ces enfants quand ils portent de leurs oncles qui n'ont pas même vu? Qu'en est-il de la place de ces enfants dans le Rwanda d'aujourd'hui? Ces enfants sont des enfants qui ont une mission particulière. Dimitri l'a très, très bien dit. Ils doivent être forts, ils doivent être combatifs, ils doivent continuer justement les traditions familiales. Je n'ai pas connu, je dis par exemple, je mets à la place de ces enfants, si on n'a pas connu une personne, mais on peut savoir qu'est-ce qu'il faisait, quel était son caractère, quelles étaient ses habitudes, qu'est-ce qu'il faisait, quel était son idéal, et justement essayer de tirer les valeurs intrinsèques positives de cette personne. Et ces enfants, justement, ont cette mission de perpétuer la famille, de la grandir encore, et justement d'être dignes. Il faut que les parents soient fiers de ces enfants, et on sait bien que les parents font tout pour les amener à l'école. Mais non, ce sont les grands-enfants, mais non, c'est parce que les mariages qui ont eu lieu en 94 à la fin, au 15, les enfants, ce sont plus les enfants, ce sont les jeunes adultes. Certainement qu'il y en a aussi qui vont commencer à avoir les enfants, surtout les jeunes filles, 26, 27 ans, il y en a qui ont commencé à avoir des enfants. Voilà, donc tout ça, c'est la famille, mais il ne faut pas que la famille oublie la mémoire familiale. En général, quand le parent donne à son enfant un prénom familier qui est dans la famille, c'est pour un peu perpétuer la mémoire familiale. Et l'enfant sait très bien que c'est une grande responsabilité, mais surtout aussi un grand honneur. Donc qu'il faut toujours justement sauvegarder et être des personnes assez dignes pour un peu continuer avec les traditions familiales. Certains nient, comme je le demandais à Mme Dimitri, je ne sais perpétué en 1994, comment faut-il procéder pour éclaircir la jeunesse rwandaise afin de ne pas créer des confusions et semer des conflits à ces jeunes qui n'ont pas vécu le génocide pour avoir une même histoire sur le fait du génocide? Il y a d'abord, je dirais, au niveau national et collectif, les programmes scolaires. Et vous aussi par les mass-médias, la télévision, tout ce qui se passe chez les mass-médias. Et ça, justement, ça donne une vision générale. Et la responsabilité des parents, c'est de savoir
qu'est-ce que les enfants connaissent déjà. Est-ce que c'est la vérité? Est-ce que ce n'est pas, il n'y a pas de confusion? Il n'y a pas d'ambivalence? Il faut justement éduquer l'enfant à connaître ce qui s'est passé réellement. Deuxièmement, il faut quitter le niveau communautaire, collectif, et aller au niveau familial. Ça, c'est beaucoup plus clair. Parce que quand on pose la question à madame, à moi ou aux parents, c'est maintenant, c'est papa, c'est maman, c'est grands-parents, c'est oncle, c'est justement dans le cercle familial. Et c'est par là, justement, qu'on doit saisir l'occasion d'expliquer justement ce qui s'est passé pour la famille. Parce que ce qui s'est passé pour la famille X, Y, Z, c'est ce qui s'est passé pour tout le pays. Mais comme je l'ai dit justement, on doit s'approprier son histoire singulière. On doit connaître, malgré que je peux aller commémorer à gauche, à droite, mais on doit aussi connaître son histoire singulière. Et de cette histoire singulière, ce sont les évidences. Ce sont les évidences. Et là, les enfants peuvent poser des questions. Et il faut justement que les parents soient... Souvent, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Il y a des parents qui peuvent le dire. Il y a d'autres qui hésitent. Il y a d'autres, c'est le silence. C'est le cheminement personnel, comme je viens de le dire. Mais en définitive, il faut que les parents transmettent justement ce message familial, alors qu'au niveau collectif, au niveau du pays aussi, il y a la réalité qui est connue par les livres, par les gens qui donnent des témoignages. Comme le disait justement, ce sont des témoignages vivants. C'est une mémoire vivante. Quand il y a maintenant les témoignages de quelqu'un qui a vécu le génocide perpétré contre les Tutsis, c'est un témoignage vivant. Peut-être qu'il faut sauvegarder par les enregistrements, par ce qui est en train d'être reproduit dans beaucoup de livres des rescapés du génocide perpétré contre les Tutsis. Tout ça, justement, ça doit être sauvegardé pour que les générations futures pourront justement trouver les sources sûres. Parce que maintenant, ce qui est problématique, c'est qu'il y a des messages au niveau du pays. Il y a aussi ce qui est à l'étranger et souvent qui provient des négationnistes. Et il faut que l'enfant puisse justement avoir un esprit critique et savoir la vraie version. Parce que sinon, si vous laissez l'enfant faire, quand il va ouvrir son ordinateur, vous ne savez pas, il va tomber sur n'importe quel message. Quand vous mettez Rwanda génocide, tout vient. Mais il faut que l'enfant ait déjà un bagage préalable pour savoir, pour être protégé entre guillemets, pour savoir justement la réalité. Et dire, ça c'est pas vrai, ça provient de quelqu'un qui justement c'était négationniste, ça raconte pas ce qu'on m'a appris, et justement il faut qu'il y ait ce dialogue permanent entre les enfants et les parents, parce que sinon, maintenant les masses médias, on a tout, et justement, il faut trier justement. Quel est le message que pourriez-vous adresser à tous les Rwandais, surtout les parents qui nous suivent? Le message concernant le sujet, le message que je transmettrai aux parents, c'est que le monde de demain, c'est l'éducation d'aujourd'hui. Il ne faut pas qu'en cherchant à protéger notre histoire et à protéger notre mémoire pour ne pas se faire mal, entre guillemets, on donne des messages, des faux messages à nos enfants. Parce que tôt ou tard, ça va les revenir. Oui. Donc moi, je donnerai le message que même si c'est dur, il faut faire un effort pour le transmettre. Pour que l'enfant ne l'apprenne pas ailleurs, alors que ça pourrait le protéger. C'est une histoire, c'est vraiment... c'est une histoire à transmettre. Comme je le disais, mes parents ne m'ont pas dit ce qu'ils ont vécu et ça ne m'a pas aidé. Donc moi, je préfère que mes parents actuels, première génération de rescapés du génocide, perpétré contre les Tutsis en 1994, puissions-nous transmettre le vrai message à nos enfants pour les protéger contre les attaques et les problèmes qui peuvent leur arriver dans la vie. Parce qu'on ne peut pas fouiller. C'est notre passé, c'est notre histoire. On va vivre avec jusqu'à la fin des temps.
Et puis pour les enfants aussi, je donnais le message d'être curieux aussi. Oui. Il faut poser des questions, il ne faut pas fouiller. Il faut oser. Il faut oser, il ne faut pas avoir peur. Parce que si nous sommes des parents et qu'on a vécu tout ça et qu'on est là fort, il faut aussi qu'ils prennent le côté fort des parents. Il ne faut pas toujours avoir peur, même si ce n'est vraiment pas facile à transmettre. Docteur Sebouholo Célestin, à titre de conclusion, quel est votre message face à l'ignorance de la jeunesse rwandaise à propos des génocides perpétrés contre le Tutsi en 1994, qui devrait être leur part dans la résolution pacifique des conflits? Le rôle de la jeunesse, c'est justement d'apprendre l'histoire du pays et de se l'approprier. De savoir justement, c'est l'histoire, c'est pas une histoire des autres, c'est l'histoire personnelle. De puiser la force chez les parents rescapés du génocide perpétré contre les Tutsis ou les adultes et de pouvoir continuer cet héritage. Quand justement l'aspect justement pour pouvoir continuer, c'est vraiment de savoir, d'être beaucoup plus fort d'ailleurs. Parce que les gens, les rescapés du génocide perpétré contre les Tutsis, ont puisé la force dans ce qu'ils avaient de leurs parents ou même au niveau national. Et les autres aussi ont des opportunités. Il ne faut pas qu'ils ratent les opportunités justement pour se reconstruire, pour avoir un avenir professionnel justement convenable, un avenir sentimental, pour la reconstruction du pays justement. On compte beaucoup sur eux, et ça, ils doivent le savoir. Et ça commence justement au niveau de la famille, au niveau des écoles, mais aussi au niveau aussi national. Permettez-moi de vous remercier. Merci beaucoup. Honorable docteur Sebouholo Célestin. Ça a été un très grand plaisir, honneur et privilège de vous accueillir sur ce plateau. Merci beaucoup. Merci également. Permettez-moi de vous remercier encore une fois, Madame Dimitri Sissi. Ça a été un très grand plaisir et honneur de vous accueillir sur ce plateau sur K-Cito. Merci aussi. Merci à vous. Merci aussi. On est à la fin de cette discussion. Je rappelle que je suis avec Dr Sebouholo Célestin, aussi avec Madame Dimitri. Je vous rappelle qu'on commémore en œuvrant pour notre avenir. Comme je le dis, comme on le dit tous en Kinyarwanda, encore plus, soyons toujours forts, soyons toujours courageux et aussi lutte contre pour que ça ne se reproduise jamais.